Audi vous présente l'art du silence. Si le silence est d'or pour Audi, c'est qu'il est la plus précieuse des matières. Touchés par sa grâce, cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont également su élever son usage au rang d'art et marquer à jamais leur discipline. Découvrons ensemble ces visionnaires qui, sans bruit, ont révolutionné le monde. Installez-vous et écoutez. Que le silence commence. C'est un illustre Premier ministre, un homme au discours aguerri, à qui les conférences de presse ne font pas peur. On lui pose une question sur l'attitude du président d'un pays voisin. L'homme politique ne répond pas. Il se contente de balayer du regard le parterre de journalistes. Il reste muet. Les secondes passent, et chacune d'entre elles semble durer plus longtemps que la précédente. Le silence alors exprime le plus clair, le plus explicite des jugements. Interrogé sur les manifestations ayant lieu dans le pays voisin, le silence de cet illustre Premier ministre aura duré près de 21 secondes. Du jamais vu lors d'un point presse. C'est en recherchant chaque jour à créer le meilleur écrin pour que s'exprime le silence que lorsqu'ont été mises au point les premières voitures électriques, les ingénieurs Audi ont dû répondre à cette étrange question. Que doit raconter notre silence ? Un silence qu'aucune interférence extérieure, même celle du bruit du vent à grande vitesse, ne vienne s'imposer aux passagers, leur offrant une expérience d'écoute exceptionnelle. Si le grand orateur parvient à être un magicien des mots, c'est qu'il a su devenir le maître des silences. Le silence, lent ou rapide, éloquent ou mécontent, consterné ou obstiné, passionné ou pudique, est le moment où l'orateur laisse le temps au public de se souvenir de ce qu'il dit, de ce qu'il est. C'est également le moment où il perçoit l'impact de sa parole, le poids de ses mots dans son auditoire, avant de rebondir. Le silence est ainsi le tremplin des mots. Laissez-vous embarquer avec Guillaume Canet dans un voyage à travers le temps et redécouvrez des grands orateurs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'art oratoire. Dans le jeu d'acteur, le silence est le départ de tout. Rien ne démarre avant le silence. Le plus saisissant des arts s'écrit dans le silence. C'est sur les planches que certains artistes du monde du spectacle nous ont appris à entendre l'indicible, à voir l'invisible, à plonger dans l'inconnu. Au-delà des mots, au-delà des phrases, au-delà du texte même, le silence est ainsi la condition de l'éloquence, la règle de la performance. Paris, soirée du 22 mars 1947. Sur la minuscule scène du théâtre de poche Montparnasse, le rideau s'ouvre pour la première fois sur un personnage singulier. Il porte un pantalon de marin blanc, taille haute à pattes d'éléphant, une marinière sous un caraco gris à gros boutons et sur la tête un chapeau claque cabossé surmonté d'une fleur rouge. Son visage est peint en blanc, ses yeux et ses sourcils sont soulignés de traits noirs, ses lèvres marquées d'un filet rouge. Il est assis sur une chaise et son immobilité impose instantanément un silence attentif dans la salle. Puis délicatement, ses mains s'animent et sculptent l'espace, avec une grâce, une légèreté et une précision infinie. L'homme place sur son visage impassible des masques imaginaires qui modifient à chaque fois son expression. Joyeuse, triste, amoureuse ou colérique. Il multiplie bientôt les transformations à une vitesse prodigieuse et passe ainsi du rire aux larmes en une fraction de seconde sous les yeux fascinés des spectateurs. Le silence impressionne. On entend juste les gestes du mime sur la scène. Il est cavalier, escrimeur, danseur de tango. Son corps peint en quelques mouvements ses séquences imaginaires. Puis tout à coup, il n'arrive plus à se défaire de son masque d'hilarité. Il a beau essayer de l'arracher, il n'y parvient pas et appelle à l'aide pour conjurer la malédiction. Au prix d'efforts insensés, il y arrive enfin, mais il n'est plus alors qu'un pantin inanimé. Il a perdu son masque, ce qui faisait sa force, ce qui définissait sa condition. Le cercle lumineux qui l'éclaire se réduit alors, plongeant la scène dans le noir. En moins de 7 minutes, Marcel Marceau vient de faire à seulement 24 ans une démonstration de force de son talent et une entrée fracassante dans le monde du spectacle. Bientôt, son personnage emblématique, baptisé Bip, fera le tour du monde en devenant le promoteur du mime, de l'art du silence. Selon le maître, le mime c'est le silence, la musicalité des gestes. Il rend visible l'invisible et invisible le visible.
L'art du silence, tel que l'élabore le mime Marceau, est surtout une manière pour lui, en s'inspirant des géants du cinéma muet américain, Charlie Chaplin et Buster Keaton en tête, de créer avec Bip un personnage intemporel et universel qui affronte le tragicomique de l'existence. Son influence sur les arts sera considérable. Ainsi, avant de s'engager dans la musique, David Bowie suivit les cours de Lindsay Kemp, disciple de Marcel Marceau, afin de devenir mime. L'un des albums fétiches de Bowie restera le plus étrange des disques, Silence in the Mirror Image, un enregistrement public d'un spectacle du mime Marceau où le silence règne évidemment en maître. De son côté, Michael Jackson a toujours reconnu que son moonwalk avait été directement inspiré par la marche contre le vent de Bip. L'art du silence, tel que théorisé par le mime Marceau, entre évidemment en résonance avec l'art théâtral. Pour l'acteur, le silence est ainsi la palette de toutes les émotions. Grâce au silence, il peut créer l'excitation de l'attente, un effet de surprise, de complicité, de désarroi, d'amour ou de colère. Le silence est pour lui la condition de l'éloquence. Si le silence a la parole sur scène, les mots furent des armes redoutables dans la bouche des grands orateurs du XXe siècle, qui ont prouvé grâce à leur éloquence que les mots ne sont rien sans les silences qui les entourent. Avec eux, l'émotion naît de l'intensité du silence, de sa temporalité, de son rythme, de la fréquence de son usage. Un grand discours est ainsi une dramaturgie précise dans laquelle les temps de silence sont pesés, maîtrisés. L'art du silence a ainsi écrit notre histoire. Nous sommes le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial de Washington. Au terme d'une marche historique pour l'emploi, les libertés et les droits civiques, 250 000 personnes se sont rassemblées sur le Mall face à l'imposante sculpture de Lincoln. Majoritairement noirs, ils sont venus assister à un programme de concerts et de discours célébrant l'événement dont le but est de forcer l'administration Kennedy à signer au plus vite le Civil Rights Act, qui mettra fin aux États-Unis à toute forme de ségrégation, de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Martin Luther King doit clôturer cette journée historique. À 34 ans, le pasteur est le plus emblématique des militants noirs, l'âme du mouvement des droits civiques, la voix de l'Amérique noire et des minorités. Il est maintenant face au micro et aux caméras. Le rythme de son élocution est lent, précis. Le pasteur pèse chacun de ses mots, comme il pèse chacun de ses silences. Chaque mot prend ici un poids particulier dans l'espace et le temps. Chaque phrase a ici un écho particulier, car chaque mot écrit l'histoire en direct. Après avoir fait le constat des inégalités, il déclare que l'Amérique a donné au peuple noir un chèque sans provision et qu'il refuse de croire que la banque de la justice soit en faillite. Puis il se tait. Le long silence qu'il impose est aussitôt repris par le public avant de clamer son adhésion et d'applaudir à tout rompre. Le silence est le temps de son approbation. Il est le temps de la communion, celle d'une nation qui veut changer le cours des choses. 3 minutes après avoir débuté son allocution, Martin Luther King élève le ton de sa voix et accélère le rythme de ses phrases, appuyant chacun de ses mots d'un silence rapide, empreint de sens. Il retrouve ses accents de prédicateur. Le tempo s'accélère, porté par la clameur de la foule, qui rythme chaque fin de phrase, provoquant maintenant le silence de l'orateur. Puis au bout de 10 minutes, les acclamations du public sont si fortes que Martin Luther King ne peut terminer son discours. Sous l'impulsion de Mahalia Jackson, considérée comme une des plus grandes chanteuses de gospel et militante des droits civiques, il improvise en lançant « I have a dream » et ne cessera de le scander jusqu'à la fin de son discours. « J'ai fait un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour, au fin fond de l'Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots opposition et annulation des lois fédérales, que là, même en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. » Martin Luther King quitte alors la scène, sous les ovations. Le silence aura pesé autant que ses mots dans son discours. Il a parlé avec le cœur, car il sait que la cause qu'il défend est juste. Il sait également que pour bousculer l'histoire et persuader les politiques d'agir, il faut d'abord que son message résonne au sein de la population. L'année suivante, le Civil Rights Act sera promulgué. Le 4 avril 1968, Martin Luther King sera assassiné. Barack Obama, son plus fidèle héritier, saura se souvenir de sa leçon. La puissance du discours se trouve autant dans le poids des mots que dans la force des silences. Si un discours peut précipiter le cours de l'histoire, il peut également changer la loi et donc la société. Dans les deux cas,
les temps de silence sont toujours pesés et maîtrisés pour toucher, rassembler et convaincre. Nous sommes à Paris le 26 novembre 1974, à l'Assemblée nationale. Son président, Edgar Faure, déclare « La parole est à Madame le ministre de la Santé ». Les députés applaudissent, puis le silence s'empare de l'hémicycle, tandis que Simone Veil, droite, élégante, distinguée, grimpe jusqu'au perchoir dans un ensemble bleu, orné d'un collier de perles, les cheveux coiffés d'un chignon strict. Elle pose les deux mains à plat sur le pupitre. Consciente que chacun des gestes, des mots et des silences qu'elle emploiera pourra à tout instant se retourner contre elle. Si le moment est solennel, c'est que la loi que la ministre va proposer à l'Assemblée de voter doit faire basculer la France dans l'époque moderne. Depuis le début des années 70, les femmes, portées par le mouvement féministe, réclament en effet le droit à avorter légalement. Simone sera à leur côté, en se lançant dans la bataille de l'IVG. Derrière les micros de l'Assemblée, silencieuse pour capter l'attention de l'hémicycle, elle prend alors la parole. Il y a de l'émotion dans sa voix, mais également beaucoup de conviction. La ministre du gouvernement Chirac, alors sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, lance à l'Assemblée. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. L'aile gauche applaudit et Simone Veil met en suspens son discours jusqu'à ce que le silence revienne. Elle sait qu'il est son allié et que grâce à lui, elle peut gagner ce combat. Elle poursuit en affirmant haut et fort. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Avec cette phrase, qui tombe comme un coup près, elle rompt le rythme pour attaquer phrase après phrase, tel un soldat face à un champ de mine, une loi qui rejette les femmes dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Puis Simone Veil marque à nouveau un temps, et son silence est immédiatement salué par des applaudissements. Chaque étape de sa démonstration est ainsi ponctuée par un silence qui marque des points dans l'opinion d'un auditoire qui représente la nation. Après 38 minutes, elle conclut en affirmant qu'elle n'est pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. L'ensemble de l'Assemblée applaudit alors à tout rompre. Si elle conserve des adversaires, Simone Veil sait qu'elle va gagner. Le 29 novembre 1974, son texte est adopté à 284 voix contre 189. La loi Veil entre en vigueur en janvier 1975. Les femmes viennent de remporter une victoire. Leur libération est amorcée. Certains entrepreneurs visionnaires sont également de grands orateurs qui savent utiliser le silence en maître pour faire vibrer leur public et théâtraliser l'annonce d'innovations révolutionnaires. Souvenez-vous, le rituel était immuable et captivait autant le monde des affaires que la communauté des fans d'informatique. Chaque année, à l'occasion d'un salon ou d'une conférence, Steve Jobs livrait un keynote surnommé Steve Notes, où il présentait sur scène, toujours habillé d'un jean, d'un col roulé noir et d'une paire de baskets, le bilan de la société, les mises à jour des produits existants et les nouveautés à venir. Plus une surprise. Nous sommes le 10 janvier 2007 à la conférence de San Francisco. La salle attend fébrilement la fin du keynote. La rumeur bruise depuis quelque temps dans la Silicon Valley. Steve Jobs va annoncer ce jour-là un événement majeur. Face à un écran géant, le gourou de la Silicon Valley déclare alors, dans un silence religieux, une dernière chose. Le public frémit. Il sait que ce silence suivi de cette expression annonce le clou du spectacle. Contrairement au début de son speech, où il a conquis le public grâce à la simplicité de son discours, la lenteur de son élocution et l'interaction amusée avec le public, il devient soudainement extrêmement sérieux. Son enthousiasme et sa jovialité ont laissé place à une certaine gravité. Si Steve Jobs fait durer le silence, c'est évidemment pour ménager le suspense et faire monter la pression, mais également parce qu'il sait qu'il joue l'avenir de son entreprise à cet instant précis. Il lance alors de temps en temps un produit révolutionnaire qui change tout. La marque à la pomme a eu la chance d'en présenter certains au monde. Le Macintosh qui a changé l'industrie de l'informatique, ou encore l'iPod qui a changé la façon dont nous écoutons de la musique, mais également l'industrie musicale. Chaque phrase est accueillie par un silence religieux. Steve Jobs monte alors en voix en lançant qu'aujourd'hui, il va présenter 3 produits révolutionnaires. Le silence laisse alors place aux applaudissements qui rythment dès lors chacune des phrases de Jobs qui déclare que le premier produit est un iPod grand écran à commande tactile.
que le second est un téléphone mobile révolutionnaire et le troisième un dispositif de communication Internet révolutionnaire. Puis il répète 2 fois, un iPod, un téléphone et un navigateur Internet, en provoquant l'hilarité dans la salle qui comprend où il veut en venir. Le public est acquis et il leur lance alors « Est-ce que vous pigez ?» La foule hurle et il l'achève en affirmant que ce ne sont pas 3 éléments séparés, mais un seul qu'il va lancer sur le marché. La salle exulte. Steve Jobs sourit. Il sait que cette innovation va changer la face du monde. La balade est bientôt terminée, mais vous pouvez à nouveau prendre la route si vous le désirez. Choisir une destination précise ou vous laisser guider par le hasard. Peu importe le point d'arrivée, seul compte le voyage et la qualité du silence à bord. C'était l'art du silence, présenté par Audi. Avec la gamme 100% électrique Audi e-tron, le silence n'a jamais fait autant de bruit. Pour découvrir toute la richesse sonore de nos modèles Audi e-tron, rendez-vous sur audi.fr/électrique.